Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui, c'est une discussion avec un ami, Pierre Louverse. On s'était déjà rencontré au bistrot des gentilshommes avec Ralph et Martial. C'était au sujet des élections européennes. Et aujourd'hui, on va parler du destin des civilisations, de la vie et la mort des civilisations et des différents penseurs qui ont pensé l'histoire universelle. Alors déjà, bonjour Pierre, comment vas-tu? Salut Pierre-Yves, salut à tes auditeurs, ça va très bien. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Alors peut-être que je me présente un petit peu rapidement. Ouais, ouais, ouais. Alors bon, je vais pas faire une présentation personnelle très fournie, tout simplement parce que je n'ai pas encore beaucoup produit, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens. Par contre, je suis en train de travailler sur la notion de civilisation et sur la philosophie de l'histoire dans un cadre universitaire, c'est-à-dire très borné. Mais ça m'a amené à lire pas mal de choses depuis une dizaine d'années sur le sujet. Et c'est vrai que nos thèmes se recoupaient beaucoup. Et donc, quand je t'ai découvert et quand j'ai découvert Ralph, voilà, j'ai découvert des gens avec qui j'avais l'impression d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Donc voilà, je vous ai suivi, j'ai un petit peu commenté vos vidéos et puis on a eu quelques premières discussions, soit en public avec Ralph, soit en privé. Et donc voilà, donc c'est vrai que je pense qu'on a pas mal de choses à se dire sur cette notion, et puis sur nos perspectives qui se rapprochent, mais qui ne sont pas toujours exactement identiques. Oui, Voilà. voilà, parce que les auditeurs de ma chaîne savent que je suis pérennialiste ou traditionniste, donc, je suis pas 100% guénonien, on le verra par la suite. Et d'ailleurs, on va mettre les deux pieds dans le plat, donc on va parler de la vie et de la mort des civilisations. Donc si on parle de vie et de mort, c'est une vision cyclique, en sinusoïdale, on va dire, avec un début, une apogée, un déclin et une mort. Et cette vision s'oppose, on va dire, à la vision progressiste de l'histoire, où on part de l'homme préhistorique pour aller à la civilisation avec un grand C, quoi. Et, mais bon, d'ailleurs, on peut rebondir là-dessus. Si on fait aussi cette émission, c'est qu'aujourd'hui, même les gauchistes, j'allais dire, les progressistes, croient de moins en moins au progrès et au lendemain qui chante, quoi. On le voit par exemple Oui, avec la collapsologie, quoi. C'est un sujet qui est à la mode, on va dire. oui, oui, tout à fait. Et alors quand on parle de vie et mort des civilisations, on ne s'oppose pas seulement au schéma linéaire, traditionnel, enfin pas traditionnel, mais linéaire, mais contemporain, mais on s'oppose aussi au mécanisme. Tu sais, beaucoup d'historiens, enfin la majorité des historiens raisonnent en termes de cause. Tu vois, un événement, ils vont chercher une cause soit directe, soit un peu plus reculée dans le temps, qui est censé avoir causé un événement particulier. Donc on va chercher les causes de la Révolution française ou les causes de la Seconde Guerre mondiale. Alors que dans la notion dans l'approche organiciste, qui est un petit peu la mienne, on est plutôt dans la notion de destin que de cause. C'est-à-dire que, bien sûr qu'un événement historique a été causé par un certain nombre d'événements qui l'ont précédé, mais un événement historique survient surtout comme une sorte de symbole, en fait, et de manifestation qui avait une certaine nécessité, qui devait arriver en fonction de l'âge de la civilisation et du temps qu'on traverse. Et là, un auteur auquel je vais beaucoup me référer, je pense, qui est Oswald Spengler, qui a écrit Le déclin de l'Occident, est un des grands promoteurs de cette approche organiciste de la philosophie de l'histoire. Donc il considère les civilisations et les sociétés comme de véritables organismes vivants. Et donc, à chaque époque de la vie d'une civilisation, comme dans la vie d'un individu, il y a des passions qui dominent. Donc, dans la jeunesse, ça va être les passions religieuses, ça va être l'esprit de piété, ensuite l'esprit de conquête qui va correspondre à l'âge adulte, l'envie de s'affirmer, de se réaliser. Et puis à la fin de la vie d'un individu comme d'une civilisation, on bascule vers un esprit de confort, beaucoup plus sceptique, avec un certain nombre de pathologies qui vont se répandre dans la société. Donc voilà, on redéveloppera tous ces thèmes-là, mais c'est vrai qu'insister sur la notion d'organicisme,
qu'en général les gauchistes par contre n'aiment pas du tout. Pour un ensemble de raisons qu'on pourra développer aussi, mais en général ils la rejettent. Parce que ils se sont arrêtés à la permaculture, quoi. Mais c'est ça. ils n'ont pas passé le palier anthropologique, quoi. Ouais, ils ont beaucoup de mal. Ouais, voilà. D'ailleurs, ce que tu dis, on peut, de toute façon, on va parler justement des différentes visions, donc cycliques, ces visions, on va dire, comme je l'ai dit, en sinusoïde et en âge successif. Alors je vais commencer par une citation d'Ibn Khaldoun. Tu me disais qu'on n'en était pas sûr, que c'était devenu un mème, mais ça n'en reste pas moins très intéressant. Donc ouvrez les guillemets. Les temps durs génèrent des hommes forts, les hommes forts apportent la prospérité génère des hommes faibles. Voilà, et donc c'est attribué, dit-on, à Ibn Khaldoun, quoi. Alors je crois qu'il y a même un quatrième terme, normalement, c'est et les hommes faibles amènent des époques difficiles. Et on voit bien la notion de cycle du coup. Donc les époques difficiles amènent des hommes forts des périodes de paix, les périodes de paix des hommes faibles, et les hommes faibles des périodes difficiles. Ouais. Oui, bah moi tu sais, dans mon livre Vie et mort des civilisations, en fait moi j'aime beaucoup le parallèle et l'analogie avec les 4 saisons ou alors la course du soleil journalier, quoi. On pourrait dire que les civilisations bourgeonnent dans une sorte de printemps. Ensuite, elles atteignent un apex civilisationnel, c'est l'été. Et ensuite vient l'automne de la chute des feuilles. Et enfin, l'hiver, qu'on pourrait appeler ça la rigidification, le gel anthropologique. Et sinon, au niveau de la course du soleil, on peut prendre l'exemple d'une journée, quoi. Les civilisations naissent dans une sorte de chaos, de lumière et de ténèbres, quoi, de tous contre tous, d'âge barbare, c'est l'aube. Ensuite, on a la montée progressive du soleil jusqu'à midi, et midi, c'est l'apex socio-historique. Puis s'enclenche la redescente du soleil jusqu'au crépuscule, qui est à nouveau une sorte de chaos, de mélange entre la lumière et les ténèbres, quoi. Et je pense qu'on peut l'appliquer au destin des civilisations. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai aucun problème avec le terme déterminisme. On peut dire qu'il y a des grands déterminismes, des grands sens de l'histoire qu'on peut retrouver en analogie, hein. C'est pas l'éternel retour, l'histoire se répète pas, mais on retrouve quand même des grandes ressemblances et généralement plus ou moins les mêmes causes et les mêmes effets dans la vie et la mort des différentes civilisations humaines, quoi. Oui, en fait, les différentes illustrations que tu as proposées, là, que tu as évoquées pour nous rendre compte en fait du cycle des civilisations, en fait on se rend compte qu'on peut en choisir plusieurs parce que tout simplement ils correspondent à un archétype qui est dans la nature. Dans toute chose on retrouve ce schéma cyclique, et ne pas l'appliquer à l'histoire ce serait absurde puisqu'on l'applique en fait à tout le reste. Il n'y a pas un élément de la science dans lequel on ne l'applique pas, que ce soit en biologie, que ce soit en astronomie, en astrologie, que ce soit en chimie. En fait, peu importe le domaine d'étude, on retrouve ces notions de cycle, mais dans les sciences historiques, on aurait beaucoup de mal à l'imposer. Et je pense que ça vient aussi et je pense qu'on trouve là un début d'explication au fait que les gauchistes aient beaucoup de mal avec ce schéma cyclique, c'est que ça implique une grande humilité vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de lois naturelles qui nous dépassent. Oui, c'est vrai. Et derrière sa fausse humilité, tu vois, le gauchiste actuel, par exemple, vegan ou écolo-responsable ou écolo-catastrophiste, derrière son humilité apparente derrière la nature, en fait, il y a une véritable morgue, une véritable arrogance, avec l'idée que si jamais on s'applique à être vertueux, on peut se sauver. Parce qu'en fait, c'est pas la nature qu'on va sauver, hein, pour un admirateur de Greta Thunberg. C'est en fait l'environnement humain qui veut le sauver. D'ailleurs, c'est pas condamnable en soi. Mais on se rend compte que dans le logiciel gauchiste, il y a toujours cette sacralisation de l'homme
tout puissant qui serait capable de tout arrêter, qui est à la fois coupable de tous les maux, donc il y a une haine de l'homme, et en même temps une sacralisation de l'homme. Donc c'est très paradoxal dans le gauchisme. On a ces deux tendances ambivalentes. Ouais, mais moi ça m'étonne qu'à moitié parce que finalement le gauchisme c'est une réactualisation des mouvements millénaristes de la fin du Moyen Âge, de la Renaissance, pré-réformés, tu sais, comme les Hussites, les Taborites, même j'allais dire les Cathares, avec cette croyance justement au retour du millénium, quoi. On note, tu sais, c'est l'influence de l'Apocalypse de Jean, le retour des 1000 ans de bonheur sur terre et du Messie qui doit revenir chasser le règne de l'Antéchrist, quoi. Et ces gauchistes, même s'ils en ont pas conscience, reproduisent des idées, je sais plus qui disait ça, des idées chrétiennes devenues folles, mais ils restent toujours dans la même veine du millénarisme et de l'attente du royaume de Dieu sur terre, et des fois c'est de façon grossière, hein. D'ailleurs on le retrouve aussi à droite, hein, avec ceux qui parlent de Christ roi ou de retour de Jeanne d'Arc. On a des fois l'impression qui croient vulgairement que le ciel va s'ouvrir et qu'il y a le Christ sur son cheval blanc qui va rétablir la paix sur terre. Et ça, c'est grossier quand même comme mode de pensée, quoi. Mais ça a toujours existé, ça a toujours existé. Je crois que c'est Spengler, justement, parle qu'il y a du millénarisme dans toutes les phases, on va dire, crépusculaires des civilisations, quoi. Oui, C'est-à-dire tout à que fait. Il appelle ça les secondes religiosités. voilà, voilà. C'est-à-dire que les malheurs des temps font croire aux gens, espérer quoi, le retour de l'âge d'or, quoi. Oui, et puis c'est pareil si on reprend le parallèle avec un individu, c'est un petit peu la superstition de la grand-mère, tu sais. Euh, à l'âge sénile, bah voilà, on mélange un petit peu tout. On a des bribes de raison qui nous restent de notre vie adulte. Et puis en même temps, on retombe dans l'infantilisme. Puis le mélange de toutes ces notions nous amène à une forme de superstition. Tu vois, on distingue plus vraiment la Non, réalité mais là, ce que des tu dis, souvenirs. ça rejoint ce que je disais sur le soleil journalier. Tu vois, on pourrait imaginer une société en enfance, puis en adolescence, puis elle atteint l'âge adulte, puis elle vieillit, et enfin, voilà, elle devient sénile pour finalement mourir, hein, parce que Tout à fait. Ouais. Mais d'ailleurs, je pense vraiment qu'il faut plus que comparer. En fait, il faut l'appeler tel quel, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer que la civilisation est un organisme. Et alors, bien sûr, les gens vont nous dire, mais non, un individu, en philosophie, c'est une notion bien précise. C'est un être qui ne peut pas être divisé. Or, l'individu, c'est juste l'être humain, parce que voilà, donc ils vont nous sortir toute une panoplie d'arguments philosophiques mal compris pour nous dire que la perspective holiste, tu vois, ou organiciste appliquée à l'histoire et aux civilisations n'est pas valide. Mais en fait, tu prends un être humain, un corps humain, je veux dire. Tu vois pas non plus la vie dans le corps humain. Et en fait, c'est aussi une convention de langage de considérer que un être humain est une personne et une identité propre. En fait, un sceptique absolu pourrait dire mais non, en fait tu n'es pas la même personne que celle que j'ai vue il y a 2 minutes. Tout a changé en toi. Il y a une quantité énorme de cellules qui ont disparu. Il y en a de nouvelles qui sont nées entre temps. Donc tu as peut-être changé un petit peu d'idées sur tel ou tel sujet en l'espace de 2 minutes de discussion. Donc en fait je pourrais très bien dire que tu n'es plus la même personne. Et tu vois, avec cette logique sceptique poussée jusqu'à l'absurde, on peut arriver à nier des évidences évidences absolues. Ben, je pense que pour une civilisation c'est pareil. On est arrivé à un tel degré de complexification du savoir et en même temps de dislocation que ce qu'un esprit traditionnel concevait immédiatement, c'est-à-dire le fait qu'une société était un organisme, et on parle de corps politique, tu vois, de corps social, bah aujourd'hui, nos bac plus 12 ne sont plus capables de le voir, tu vois, et surtout ceux qui travaillent surtout ceux qui travaillent sur les sciences humaines, parce qu'ils sont tellement dans l'anecdotique et le dérisoire que voilà, les vérités d'évidence et les perspectives globales, ils n'arrivent plus
à les saisir en fait. Oui, c'est vrai. Et ce que tu dis d'ailleurs, la science pure en parle aussi avec ce qu'on appelle l'entropie, la loi de l'entropie, tu sais, en thermodynamique. Eh ben, c'est pareil, on pourrait l'appliquer au destin des civilisations, quoi. Il y a une Ouais, force première qui engendre un mouvement et ce mouvement tend au désordre et à l'arrêt. Et je crois aussi la balistique aussi. Tu sais, de créer le plus d'entropie possible dans une cible et finalement c'est la complexifier au maximum, exploser quelque chose, quoi. C'est c'est vrai. et donc on pourrait voir cette image-là justement dans la vie et la mort des civilisations. Oui. Et juste un dernier truc là-dessus, c'est euh, prendre cette logique, tu vois, un petit peu allégorique. En fait, ça n'empêche pas après de chercher les causes efficientes, tu vois, de comprendre pourquoi effectivement on a basculé d'une époque à une autre. Tu vois, pourquoi on passe de l'époque traditionnelle à l'époque moderne dans une civilisation. Ça s'explique à la fois par ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que la civilisation vieillit, il y a une sorte de déterminisme supérieur, mais et ça s'explique également et en même temps par une série de causes efficientes. La plus évidente, c'est tout simplement le développement de la technique. Plus on est dans un environnement rationalisé et confortable, plus l'esprit va devenir critique. Et donc tu vas basculer dans l'esprit moderne qui est un esprit critique, etc. Et tu peux même reprendre des analyses marxistes, tu vois, qui fonctionnent très bien sur ce plan purement matériel. Oui, oui, Mais ce qui manque à ces analyses-là, c'est le pourquoi métaphysique supérieur, tu vois, de ces... Tu vois, c'est la nécessité absolue d'une civilisation de s'autodétruire. Alors que c'est vrai. nous qui sommes tout au bout d'une civilisation, normalement, on a le recul sur notre propre histoire. C'est-à-dire même juste l'Occident, hein, donc c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge. Donc on devrait voir les erreurs qu'ont commises d'autres civilisations, on devrait faire les rapprochements que nous, on est en train de faire, et on devrait se rendre compte qu'on est en train de reproduire les mêmes erreurs. Mais en fait, si tu prends la civilisation occidentale dans sa globalité, on se rend compte qu'elle est incapable non seulement de s'en rendre compte, et puis en plus de changer d'orientation, quoi. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. qu'il y a Mais parce que toute... justement, il y a des déterminismes historiques. Et pour revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les universitaires, les gauchistes, les progressistes, les matérialistes en général, on va dire que, comment on pourrait dire ça? Ils ont une vision de toute manière biaisée. Enfin, je veux dire, leurs conclusions à l'heure actuelle ne cadrent plus avec la réalité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que il faut être fou aujourd'hui pour pas voir quand même une certaine décadence ou dégénérescence, ou j'allais dire presque les deux à la fois, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi le thème de cette émission, quoi. Et toi, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça. C'est-à-dire que il y a aussi un côté, mais même moi, j'y échappe pas, presque romantique. Même Spengler, on échappe pas aussi ça à, j'allais dire presque un décadentisme, tu vois. J'allais dire presque Hein, à aimer cette décadence, quoi. C'est peut-être terrible à dire, mais ouais. je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, tout à fait. Il y a une fascination morbide dont nous, on est victime hein, quand même. Et ça, faut qu'on fasse aussi pas notre autocritique, parce que bon, voilà, point, c'est ce qui nous arrive. Mais si on est vraiment convaincu de notre schéma, et je pense que, enfin, nous deux, on l'est en tout cas, on sait que de toute façon, même s'il y a un petit salut dans un futur proche, c'est-à-dire dans 50 ans, dans 100 ans, ce sera toujours quelque chose de, de temporaire. Et ça peut nous pousser à presque souhaiter l'accélération de l'effondrement avec une petite musique du bon bah venons-en au fait quoi. Tu vois, on va pas tergiverser pendant des heures, c'est foutu, c'est foutu. Et alors je pense que du coup nous on est victime de ça. C'est vrai que c'est une démarche romantique un petit peu que Nietzsche avait en fait, que Spengler avait, en fait que tout le 19e siècle avait et que ceux qui en sont descendants intellectuellement au XXe siècle ont eu aussi et que nous on a du coup.
Et je pense qu'on peut aussi la dépasser. D'ailleurs, c'est ce que proposait aussi Spengler, qui proposait un pessimisme actif. Donc il nous disait dans ses derniers ouvrages, de toute façon, on a passé l'âge des grands mythes religieux. Ensuite, on a passé l'âge des grandes réalisations philosophiques, des grandes philosophies à système. Ensuite, on a passé l'âge romantique des grandes œuvres littéraires. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la technique, voire dans l'ère de la post-technique, c'est-à-dire du numérique, en fait, de la virtualisation totale de l'existence. Bon, lui, il ne l'a pas vu encore, mais il était dans l'ère de la technique pure. Et à l'époque, il enjoignait les jeunes générations qui le disaient à ne pas essayer de refaire ce que lui avait fait, en fait. Donc, ne pas se remettre derrière une table à écrire une philosophie de l'histoire ou quoi que ce soit. Mais plutôt de s'astreindre, de prendre la place, tu vois, dans la ligne de front, et puis accomplir son destin jusqu'au bout. Et il donnait l'exemple une légende, tu vois, d'un légionnaire romain qui, pendant l'éruption du Vésuve, en fait, est resté à son poste parce que personne n'était venu lui dire qu'il avait le droit de quitter son poste. Et donc il donne cette image-là pour nous montrer, tu vois, cet héroïsme stoïque, en fait. C'est comme les orchestres, tu sais, dans les bateaux qui coulent, quoi. L'orchestre qui reste joué. De toute manière, tu sais, là, on choisit pas de toute manière l'espace-temps qui nous a vu naître, en fait. Donc on est de toute manière toujours les fruits de notre époque. On peut pas vivre comme je le dis tout le temps, tu vois, moi j'aime bien le Moyen-Âge, je considère ça comme un espèce d'âge d'or de l'Occident, c'est là qu'on construit les cathédrales, c'est l'autorité spirituelle qui dirige l'Europe, la chrétienté. Mais je ne crois absolument pas que ça va revenir, quoi. Je m'intéresse à ça justement comme un historien des religions qui sait que les choses, elles meurent, elles laissent des souvenirs, mais elles ne renaissent pas exactement pareil, quoi. Bah oui, parce que ce serait comme un homme de 40 ans qui serait tellement nostalgique de son enfance que il essaierait de revivre son enfance en retournant dans les parcs d'attractions où il est allé, tu vois, ce serait grotesque. Oui, mais tu sais, quand tu regardes les vieilles cougars ou les vieux beaux de notre époque, où tu sais, la mode de la chirurgie esthétique, des cures de rajeunissement, ou tu vois, ce qu'on appelle le jeunisme, ça participe à ça, quoi, tu vois, d'une envie inconsciente de retourner à l'état d'adolescent, quoi. Et ça rejoint aussi, tu sais, les théories sur la jeune fille. Oui, tout à fait. La jeune fille qui est au final également la vieille fille, quoi. C'est vrai, et moi pour enchaîner sur ce que tu dis, personnellement, moi, c'est là justement où je peux m'écarter des traditionalistes qui voient souvent le retour instantané de l'âge d'or à la fin de l'âge de fer, quoi. Moi je pense aussi qu'il y a une nuit historique. Tu sais, je te parlais du trajet journalier du soleil. Et je disais que ça se terminait dans le crépuscule, mais après le crépuscule, il y a une longue nuit. Et moi, je pense qu'il y a ça aussi en histoire. Donc, je dis souvent, je parle de Mad Max ou de Tous contre tous, ou d'âge barbare, d'âge des ténèbres, comme à la fin de l'Empire romain. Et vu que notre société, elle est mondialisée, est-ce qu'on pourrait pas voir, voilà, une sorte de monde post-moderne, mais plus d'un long pourrissement que d'un choc vraiment déterminé et déterminant, quoi. Ouais, bah c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu la discussion que vous aviez eue avec Ralph, je crois, il y a 2 semaines, sur le thème de l'apocalypse. Alors j'étais pas totalement d'accord avec l'idée que j'avais l'impression que vous développiez, c'est-à-dire l'idée selon laquelle toutes les époques ont exactement connu la même peur ou la même fascination pour l'apocalypse. À mon avis, il y a quand même quelque chose d'objectif. Tu vois, il y a des époques qui ont connu des peurs apocalyptiques, et puis d'autres non, quoi. Et mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, il y a une. Tu vois, dans les années 60, il n'y avait pas cette ambiance. Et on le sait parce que déjà nos parents nous le disent, nos grands-parents nous le disent quand on leur demande. C'était pas du tout la même ambiance. Donc là, on a raison de penser qu'on est dans une ère apocalyptique. Parce que le mythe de l'apocalypse ressort sous des formes extrêmement différentes, mais d'absolument partout, quoi. À droite, à gauche, dans le domaine de la science, dans le domaine de l'économie.
Mais j'avais mis un bémol en disant que ça c'est vrai, mais pour ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, qui sont clairement rentrés dans une phase de déclin. Hum, Mais va dire ça, je te dis, à un Chinois, aux Hindous, aux Brésiliens, ce qu'on appelle les pays émergents, eux, ils ont ouais, qu'un seul, ou même les Africains, ils ont qu'un seul rêve, c'est de vivre à l'occidental, quoi. Tu vois, ouais. donc du coup, eux, je sais pas s'ils sont trop en mode apocalypse, c'est ça que je veux dire. C'est quand même inhérent à, on va dire, la vieille Europe, quoi. Ouais, ouais. Bah, déjà, je pense que bon, c'est comme un. Bah, encore une fois, hein, je reprends le parallèle avec une vie individuelle, mais quelqu'un qui est dépressif ou vieux, souvent les deux vont de pair, tu vois. euh, il vit à côté de gens qui sont dans la pleine force de l'âge, tu vois, et qui goûtent la vie à pleines dents ou qui sont super optimistes. Et des fois, ils vivent dans le même immeuble, tu vois, ils sont à quelques mètres l'un de l'autre. Et puis, t'en as un qui a un univers mental complètement sombre, apocalyptique. Et puis, les autres à côté sont peut-être en train de faire un gamin et tout. Et tu vois, t'as une nouvelle vie qui naît. Bah, Ouais, pour moi, ouais. le monde, c'est un petit peu ça, tu vois. T'as les civilisations ont chacune leur horloge biologique et psychologique propre. Et là, effectivement, c'est l'Occident qui est dans cette phase-là, mais pas forcément toutes les civilisations. Alors, il y a quand même le fait que l'Occident s'est mondialisé, quoi. Donc, c'est-à-dire que peut-être que nous sommes les seuls à nous rendre compte qu'on est en train de crever. Mais si jamais l'Occident crève véritablement, je suis pas sûr que les autres civilisations qui se sont occidentalisées n'en subissent pas aussi les effets. Mais en tout cas, c'est pas eux qui produisent la conscience de ce déclin, quoi. Ça, c'est clair. Non, c'est vrai, mais après, je pense que, tu sais, ce qu'on appelle la modernité, ça aura quand même des limites. Donc, peut-être aussi, je te parlais des Chinois, des Hindous, peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, eux aussi commenceront à être en mode collapsologie et décroissance, parce qu'ils verront les limites de la matière, tu sais. Là, on rejoint encore ce qu'on disait tout à l'heure sur les gauchistes et les progressistes. En fait, au bout du bout, ils refusent les limites imposées soit par la nature ou les limites divines, diront les religieux, mais on en revient toujours au fait qu'il y a des déterminismes. Moi, j'aime bien comparer le destin des êtres humains, mais aussi des groupes humains, à une ligne toute tracée. Donc cette ligne, elle est en sinusoïdale, quoi, avec une progression, une apogée et une descente. Et on peut dire que c'est comme une autoroute à 8 voies, et les civilisations, les êtres humains ont juste le choix de changer de voie, de choisir leur voie Ouais. au niveau de l'horizontale, mais verticalement, on va dire, il y a des déterminismes qui fait que de toute manière, et là on en rejoint, tu sais, la métaphysique d'Aristote, Ah c'est-à-dire que bah tu ouais, as, c'est exactement ce que j'avais en tête, ouais. voilà, t'as Dans la l'unité. jeunesse et la vieillesse et les différents âges. Enfin, je sais pas si c'est ça que tu voulais Ben, moi, évoquer. regarde, ça va rejoindre ça, mais moi, c'était plus en termes de, tu sais, de métaphysique presque géométrique. T'as Ouais. le point, l'unité, le moteur immobile, et tout ce qui n'est pas l'unité, l'infini, est fini, et donc est soumis, lui, ce que Aristote, il appelait une phase de génération suivie d'une phase de corruption. Mais on pourrait Ouais. penser aussi à une respiration. Chaque chose, il y a un aspire et un expire, quoi, en fait. Ouais. Bah ouais, alors c'était effectivement ça m'a fait penser à Aristote aussi, mais sur un autre truc qui est la description qu'il fait des âges de la vie, tu vois. Ouais, ouais. Et il le fait pas du tout d'un point de vue biologique ou temporel ou chronologique en fait. Les âges, c'est avant tout spirituel et psychologique. Oui, oui. Et à la vieillesse, il attache un ensemble de traits, de caractères qui sont spécifiques à la vieillesse. Et, euh, et donc, effectivement, le déterminisme vient de là. C'est-à-dire que souvent les libéraux, parce que les libéraux sont vraiment l'archétype des gens qui ne pensent pas l'histoire, en fait. Les libéraux vont dire, mais attends, ça va mieux que ça n'a jamais été, il y a plus de monde en Occident qu'il n'y en a jamais eu, le, le, le niveau de pauvreté n'a jamais été aussi faible, etc. Donc ils vont prendre des critères quantitatifs, mais qui n'ont aucun sens en eux-mêmes, en fait.
il faudrait les interpréter vis-à-vis de la structure globale de la civilisation. Et aussi des idéaux, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas réductible à la quantité, quoi. Et qu'est-ce qui frappe en Occident aujourd'hui? Là, pour le coup, on retrouve une mesure quantitative, c'est le taux de dépression, de suicide, ou de gens qui te disent, quand tu les croises, que leur vie n'a absolument aucun sens, quoi. C'est ça qui a quitté une civilisation à la fin de son existence. Et comme ce qui a quitté la vie d'un homme à la fin de sa vie, quoi. C'est les Guénon, idéaux, en fait. René Guénon, lui, il allait encore plus loin, parce que lui, à partir de la Renaissance, on va dire, et surtout de la Révolution française, en fait, il y a un lent processus de rigidification cadavérique, c'est-à-dire que pour lui, l'Occident était vivant au Moyen Âge, et à partir de la Renaissance, il est mort, et on assiste à la rigidification cadavérique qui se termine, on va dire, au début du XXe siècle avec la fin de la révolution industrielle, quoi, où on peut faire aller ça aux guerres mondiales, quoi. Et ensuite, il parle de la décomposition du cadavre, des feux follets, quoi, que le cadavre se décompose. Donc on rejoint encore la complexification ou le principe d'entropie. Et lui, il fait correspondre ça à ce que justement Spengler appelait la seconde religiosité, quoi. C'est-à-dire que après une phase de matérialisme absolu et de solidification, vient le temps des nouvelles croyances, des pseudo-croyances, des sectes, des religions exotiques. Et je sais qu'on retrouve ça aussi, de toute façon on va tout le temps en parler aussi dans l'Empire romain. Hein. Dans l'Empire romain, à la fin de l'Empire romain, on a l'arrivée de tous les cultes orientaux qui arrivent de partout. Et il y a de toute manière l'Empire qui perd son unité et qui justement se complexifie, mais finit par se désagréger, quoi. Oui, ça rejoint aussi la notion d'âme chez Aristote, quoi. Aujourd'hui, tu parles d'âme en sciences sociales pour désigner, on va dire, le principe d'unité, tu vois, et d'identité d'un phénomène social. Les gens vont te regarder avec des yeux, tu vois, mais de quoi tu leur parles, l'âme, tu vois. Mais l'âme, en fait, c'est parce qu'ils s'imaginent... en fait, ils se font une idée de l'âme qui est beaucoup trop fumeuse par rapport à ce que Aristote appelait l'âme, et ce que nous, on appelle l'âme, c'est juste le principe de vie. Bah tiens, pour rebondir là-dessus, sur l'âme des peuples, je vais citer Gustave Le Bon dans ses aphorismes du temps présent. Alors ouvrez les guillemets, la force d'un peuple réside moins dans la puissance de ses armées que dans la communauté de sentiments engendrés par la solidité de son âme nationale. L'âme nationale des Romains leur fit dominer le monde. Ils disparurent en la perdant. Ouais. Et bah tiens, attends, je vais en citer encore une autre de Gustave Le Bon. De quel ouvrage, là? Là, c'est ses aphorismes. Ça s'appelle les aphorismes du temps présent. Et c'est exceptionnel, quoi. Il y a des grandes entrées, et notamment des entrées sur l'histoire, et l'histoire universelle, et les civilisations humaines, quoi. Parce que là, j'en ai un autre, juste, qui rejoint un petit peu celui que tu as cité. C'était sur donc cette communauté de sentiments, d'idées, de croyances et d'intérêts, créée par de lentes accumulations héréditaires, donne à la constitution mentale d'un peuple une grande identité et une grande fixité. Elle assure du même coup à ce peuple une immense puissance. Elle a fait la grandeur de Rome dans l'Antiquité, celle des Anglais de nos jours. Et dès qu'elle disparaît, les peuples se désagrègent. Le rôle de Rome fut fini quand elle ne la posséda plus. Voilà. C'est encore une fois ce que tu disais, quoi. Voilà, et certains auteurs ont parlé de Weltanschauung, donc de vision du monde. On pourrait parler d'objectifs communs, de vision supra-individuelle. Et moi j'aime bien la notion de mythe, hein, parce que tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Homo mythologicus, et je pense que chaque communauté humaine nécessite l'apport d'un mythe tutélaire pour justement transcender les individualités
qui, sans ce mythe, redeviennent en concurrence et on retombe dans le tous contre tous, quoi. Le mythe, tu vois, même si j'aime bien les travaux de René Girard, je pense pas que et le bouc émissaire, ça marche dans une foule dégénérée, on va dire. Mais pour créer la civilisation, c'est pas la violence à la base de la civilisation, c'est justement l'apport par un clergé, une prêtrise, une autorité spirituelle, d'un mythe commun qui va permettre comme une espèce de membrane imaginale, qui va permettre de structurer, de hiérarchiser la communauté et une explication du temps et de l'espace, quoi. Oui, parce que toi, tu veux donner une approche plus positive à l'âme, en fait, que ce que Girard fait. Et je pense que tu as raison. Oui, oui, il y a les deux aspects, en fait, comme tout. Mais en fait c'est ça, il y a peut-être les deux aspects. C'est pas faux, ce que dit Girard, mais c'est que 50%, quoi, en gros, pour moi. Exactement. Parce que, tu sais, tu as la phrase la guerre est la mère de toute chose, tu vois, donc polémos. Mais en fait, je crois que c'est Thucydide qui disait ça. Mais en fait, effectivement, c'est en s'affrontant avec les épreuves initiales et originelles qu'on dessine, tu vois, notre âme et notre constitution. Ouais. En séparant ce qui va faire partie de nous et ce qui fera pas partie de nous. Et ça, on le fait au début. Mais en fait, tout ça, ça rejoint ce que disait, je crois, Sénèque, quand il disait une foule est égale à un homme. C'est-à-dire que pour qu'une communauté puisse s'organiser et s'unifier, il faut l'apport d'une seule personne. Elle vaut une seule personne et c'est soit un bouc émissaire, soit j'allais dire un grand prêtre, un prophète, un fondateur de religion, un grand roi. Tu vois, il faut une figure tutélaire qui va l'incarner. Et on peut prendre l'exemple là, de la cour de maternelle, c'est-à-dire que les enfants à la maternelle, c'est un peu le tous contre tous, le chacun pour soi, c'est la loi de la jungle. Et pour qu'il y ait communauté d'âmes, il faut soit qu'il se trouve un bouc émissaire, quoi, un souffre-douleur, voilà, ou alors il y aura le groupe qui va se former, je sais pas, autour du plus fort ou du plus malin. On va faire une cabane dans la forêt, tu vois. Voilà, il y aura toujours des leaders, quoi. Et on peut le décliner en différentes, on peut dire que c'est des véritables élites, parce que tu sais que moi j'aime bien aussi la théorie de la régression des castes. Tu sais que pour qu'une société fonctionne, elle soit dirigée par une prêtrise, un clergé. Ensuite vient, tu sais, les guerriers, le monde de la politique, on pourrait dire, et ensuite on pourrait dire le monde de la production, de l'économique, le tiers-état, et on pourrait voir le destin des civilisations à travers ces castes, tu sais, à partir d'un moment, tu as le roi qui se révolte contre le clergé, donc c'est la révolte des guerriers, la révolte des kshatriyas, puis ensuite vient, comme à la Révolution française, la révolte du tiers-état, du monde bourgeois et économique sur l'ancien monde aristocratique. Et on retrouve plus ou moins ça avec quelques nuances chez de nombreuses civilisations, quoi. Ouais. À la fin de l'Empire romain, c'était pas les patriciens originels, tu vois. Et on pourrait presque parler aussi de la différence, tu vois, en grec. Ça, c'est très intéressant aussi, je trouve. C'est qu'un monde traditionnel organiciste, on parlera de génos. Et après, on pourrait parler d'ethnos. Et l'ethnos, c'est juste la communauté naturelle. J'allais presque dire la race, hein, même si ce mot est pas très à la mode. Et enfin, tu as le démos. Tu vois, et là, c'est vraiment la foule, le bas peuple, quoi, les masses populaires, quoi. Donc tu pourrais retrouver aussi ces trois étapes, tu sais, qu'on passe du génos à l'ethnos, puis au démos, quoi. Oui. Bah, en fait, je pense qu'il y a un point sur lequel on se rejoint avec énormément de monde. Toi, Ralph, un ami à moi, Sylvain Durin aussi, que certains auditeurs connaissent peut-être, qui vient de sortir un ouvrage qui traite de l'évolution des sociétés actuelles vers une forme de matriarcat. Et donc, ce truc qui nous lie tous, en fait, c'est cette tripartition fondamentale de trois grands éléments
de l'existence en fait humaine, qui sont le domaine, on pourrait dire spirituel, ensuite le domaine du cœur, tu vois, le thumos comme l'appelait Platon, donc c'est le domaine du courage, de l'exploit guerrier, et puis effectivement tout inférieur, mais nécessaire aussi, mais inférieur par rapport aux deux autres, qui est le domaine économique, donc de la subsistance matérielle, et donc ensuite toutes nos analyses, que ce soit toi, Ralph, etc., tournent autour de cette articulation, quoi. Et il y a toujours dans la logique de corruption d'une civilisation, mais d'un être humain, d'un individu aussi, il y a cette notion de neutralisation progressive du plus haut vers le plus bas. Donc on supprime d'abord le mythe religieux, donc l'esprit de piété, et donc on passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase purement guerrière. Donc pour l'Occident, c'est ce qu'on appelle la modernité, enfin les temps modernes. Hein. Donc ça commence au XVIe siècle avec la découverte des Amériques, les grandes conquêtes, à la fois de l'esprit au sens de l'intellect, hein, pas de l'esprit spirituel, et puis les conquêtes militaires proprement dites. Et puis ça s'accumule, et puis nous, tu vois, la modernité en Occident, pour moi, elle se termine avec effectivement les deux guerres mondiales, qui sont le déchaînement absolu de cette volonté de puissance de l'Occident, qui a conquis le monde entier, et qui ensuite est obligé de se retourner contre lui-même, quoi, parce que la puissance de l'esprit de conquête a trouvé ses limites physiques, et donc il implose, l'Occident implose pendant la première moitié du XXe siècle, et ensuite, une fois qu'on s'est effondré du point de vue de cette dimension guerrière et conquérante, bah effectivement, il ne reste plus que l'esprit de confort. Donc c'est ce dans quoi on est depuis 1945. Donc c'est ce que certains appellent la postmodernité, tu vois. Ça, il y en a certains qui considèrent que bon, on est dans la modernité absolue, puis d'autres qui disent non, la modernité c'était une période qui est déjà révolue, et aujourd'hui on est dans la postmodernité, et tous les grands mythes modernes ont disparu. Et c'est vrai que si on dit que la modernité c'est la volonté de puissance, le prométhéisme, le constructivisme, la souveraineté de la raison, c'est vrai que toutes ces dimensions-là ont disparu, quoi. On est dans autre chose maintenant. Non, c'est vrai. On pourrait aussi évoquer, tu sais, tout simplement aussi le point de vue militaire. On pourrait voir le monde justement aux deux guerres mondiales comme une espèce de privatisation du complexe militaro-industriel. La bombe atomique, ça serait comme un espèce d'apex en fait de la technologie pure et dure, de l'armement quoi, lourd, et on passe après la Deuxième Guerre mondiale à l'ère de l'ingénierie sociale, de la subversion, de la guerre de quatrième génération, où là on rentre carrément dans le cerveau des gens, dans la vie privée des gens, dans l'enseignement, dans les médias. Pareil, je renvoie, j'avais fait une vidéo avec Ralph sur les médias, la propagande, et aussi une vidéo tout seul sur l'ingénierie sociale négative, quoi. Parce que pour moi, tu vois, les masses nécessitent une ingénierie sociale en tout temps et en tout lieu, mais ça dépend, on va dire, de leur berger, quoi. Des fois, ils ont des bons bergers, donc c'est ce que j'appelle le clergé, l'autorité spirituelle, qui sacre des rois et élabore une véritable aristocratie guerrière, on va dire. Donc ça, c'est une société traditionnelle. Et à notre époque, où c'est des élites bourgeoises, voire complètement usurpatrices, et ben pour se maintenir en haut de l'échelle sociale, elles vont devoir pratiquer cette ingénierie sociale négative. Et là, on peut vraiment prendre, puisque tu prends l'exemple organiciste, de parasites ou de ténias qui sont là pour sucer l'énergie du corps et le disloquer, quoi. Ou comme pour reprendre la phrase de Guénon, tu vois, après la solidification, bah, on peut dire que le corps se décompose, et il y a des organismes, des bacilles sociétaux, quoi, des groupes, des coteries, on va dire, qui sont là pour grignoter le cadavre de l'Occident, quoi. Oui, et puis ça me fait penser à la dernière fois qu'on avait parlé, de, tu sais, des analogies qu'on pouvait faire entre les maladies de la vieillesse chez l'homme et puis chez la civilisation. Donc par exemple, tu vois, si on prend le cancer,
le cancer chez l'homme, donc cette accumulation de cellules qui perdent totalement de vue la fonction dans laquelle elles s'intégraient et l'organe auquel elles étaient rattachées. Bah, le cancer, on le voit hein, dans les civilisations occidentales. T'as une massification de toutes les institutions, des conseils, des autorités à la noix, tu vois, institutionnelles, dont on sait même plus à quoi elles servent, le CSA, des trucs. Mais encore, le CSA, on voit à peu près. Mais pas que dans le domaine politique, d'ailleurs, à tous les niveaux, tu vois, tu as des structures qui se mettent en place, des usines à gaz pas possible. Ouais. Je parle même pas de l'augmentation du nombre d'humains quoi, dans les villes, tu vois, l'homme surnuméraire dont on n'a aucun besoin, mais qui s'agglutine. J'allais dire ça, même à la fin, avec les réseaux sociaux, c'est l'individu est tout seul dans sa bulle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, c'est une cellule qui est désœuvrée en fait, parce que à la fin d'une civilisation, on a toujours le désœuvrement. Et je trouve que c'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire, quoi. Ouais. Est-ce que ça pourrait être aussi intéressant pour développer en 4 étapes de parler d'une dégénérescence au niveau des règnes de la nature? Tu sais, on pourrait parler qu'un monde, une civilisation en tant que telle, c'est un monde humain. Ensuite, tu sais, quand tu as la révolte du temporel sur le spirituel, c'est un monde animal. Ensuite, quand tu vois, c'est le monde bourgeois, c'est le monde végétal, tu vois, qui s'implante. Ensuite, c'est le monde des masses. Et la pierre, tu vois, c'est une masse. Et là, on arriverait presque, on pourrait dire, au 5e état. Et c'est le règne, tu vois, des globules, des bactéries, enfin, tu vois, des organismes collectifs unicellulaires. Ouais, bah j'avais aussi, au début de mes travaux, j'avais essayé justement de montrer du pétrole. Ouais, voilà, du pétrole, ouais. Mais cette analogie avec les 4 règnes dans la nature, effectivement, elle est parfaite, quoi. Parce qu'à chaque règne, ça je l'avais trouvé chez Schopenhauer. Dans la philosophie de la nature de Schopenhauer, tu as vraiment cette gradation des êtres. Ouais. Étant entendu que plus un être est élevé dans le règne naturel, plus il a de besoins, en fait. Ouais, voilà. Et plus il a de parties interconnectées. Tu Exactement. sais, justement, le minéral, c'est en un seul bloc. Ensuite, les plantes, elles sont un peu plus différenciées. Elles ont plus de parties, plus de fonctions qui s'intergouvernent. Ensuite, le monde animal, pareil. Et ensuite, l'homme, il a plus de... C'est la créature qui a le plus de parties, quoi. Et le plus de possibilités, on va dire, quoi. Et puis, ils répondent à des degrés de... Tu vois, ils réagissent à des causes de plus en plus subtiles au fur et à mesure qu'on s'élève et de moins en moins subtiles quand on régresse. Par exemple, le minéral ne réagit qu'à la causalité mécanique, tu vois. Tu peux, tout ce que tu peux faire pour faire réagir une pierre, c'est shooter dedans. Par contre, une plante réagit à la causalité chimique. Un animal développe en plus des 2 causalités précédentes la causalité nerveuse. Voilà, et puis le déplacement il y a la causalité aussi. psychologique et spirituelle. Le déplacement aussi. C'est-à-dire que la capacité de se mouvoir par soi-même, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que l'animal, s'il se déplace, c'est justement parce qu'il y a comment dire, il évolue dans le monde des impulsions nerveuses en fait. C'est-à-dire qu'il voit une proie, il veut se diriger vers elle. C'est-à-dire que la plante, elle, c'est purement chimique, donc elle attend que la nature vienne lui apporter ce dont elle a besoin, quoi. Donc ouais, il y avait aussi cette analogie-là, quoi, avec la gradation et la dégradation des règnes animaux qu'on pourrait appliquer. C'est vrai, et inversement, l'étude, quand tu regardes au microscope, quand le spermatozoïde féconde l'ovule, en fait, la première chose qui se passe à l'intérieur, ça ressemble à une espèce de diamant, hein, ou à une étoile de neige, quoi. Ensuite, ça ressemble à un petit haricot. Ensuite, ça ressemble à un petit tétard. Et à partir d'un certain moment, ça ressemble à un petit être humain avec des mains que n'ont pas les animaux. Donc on retrouve aussi ces 4 étapes dans l'infiniment petit au moment de la naissance d'un fœtus, quoi. Oui, bah, d'ailleurs ça porte un nom, ce fait qu'on retrouve les différents stades de l'évolution dans les différents stades de
de la génération. Je sais plus, je crois que c'est fini en truc Genèse. Il faudrait demander à un scientifique de nous dire, mais je crois que ça porte un nom. Ouais. Ouais. Et je voulais aussi, tu sais, du coup on parlait des maladies séniles, on avait parlé par exemple du cancer, mais il y a aussi deux autres maladies qu'on pourrait évoquer, tu vois, c'est le sida. Bon, le sida c'est pas forcément une maladie sénile, mais en fait, le sida proprement dit non, mais ce qu'il est, c'est-à-dire la disparition des frontières immunitaires, ça c'est une maladie sénile, et donc on a totalement ça avec le refus de la guerre, le pacifisme, l'ouverture à outrance. L'antispécisme. Oui, t'as aussi ça, la véganisme des frontières entre les espèces. Ouais. Mmh. Et puis la troisième maladie qu'on pourrait évoquer, et le sans-frontiérisme aussi. Le sans-frontiérisme. Oui, le sans-frontiérisme. Le brassage des populations à grande échelle. Et d'ailleurs, on sait que c'est instrumentalisé derrière. C'est aussi des armes pour détruire les civilisations, hein, les mouvements de population, quoi. Oui. Et puis d'ailleurs, même à l'intérieur, c'est-à-dire la justice, tu vois, qui doit punir normalement. Tu vois, on a totalement perdu le sens de la peine. Moi qui ai eu une formation de juriste, tu vois, quand je suis arrivé en première année de droit, le droit pour moi c'était la justice. Donc en gros c'était la vision Batman, tu vois, les méchants doivent être punis. Donc je viens pour punir les méchants, tu vois. Et en fait j'ai réalisé qu'on n'était plus du tout là-dedans. Aujourd'hui le droit c'est comment ne pas punir celui qui doit l'être, quoi. Et tu vois, ce laxisme absolu, ça fait partie aussi de cette vieillesse, tu vois. L'autre jour, alors je sais plus qui, je voudrais pas dire de bêtises, donc je m'en rappelle plus. J'ai entendu une phrase rigolote, c'était au sujet, tu sais, de l'abolition de la peine de mort et de la légalisation de l'IVG. Et cette personne disait que par là, on laissait vivants les coupables et on tuait les innocents, quoi, en fait. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est une inversion totale. Parce qu'à la limite, quelqu'un qui est c'est là que tu vois que c'est pathologique. Là, je vais m'arrêter là-dessus, parce que c'est là qu'on voit que c'est pathologique. Que quelqu'un soit contre la peine de mort, parce qu'il sacralise la vie et considère que la vie est au-dessus de tout. Bon, je suis pas d'accord, mais admettons. Voilà, toute vie mérite... Ça se débat, Ça pourrait se défendre, en tout cas, voilà. Ouais. Mais par contre, les mêmes personnes, et ça tout le monde le sait parce que tout le monde a expérimenté ça sociologiquement, les mêmes personnes sont celles qui sont de manière religieuse pour l'IVG. Pareil, l'IVG, on peut être pour, on peut être contre, il y a des arguments, mais ce qui compte c'est la cohérence. Et là où tu vois qu'on est dans une démarche pathologique, c'est que la cohérence n'est pas de mise là-dedans, dans leur positionnement par rapport à la peine de mort et à l'IVG. Ils sont à la fois contre la peine de mort et pour l'IVG, quoi. Et ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, et puis il y a le côté, tu sais, aussi complètement contradictoire, parce que ces gens-là, et il y a aussi les gens qui veulent pas se reproduire parce qu'ils disent qu'on est trop nombreux ou que la planète, elle pourra pas supporter qu'on soit 10 milliards, tu vois. Et il y a aussi pareil avec l'IVG, c'est que c'est souvent des gens qui vont défendre la vie des animaux ou la vie de populations étrangères, tu vois, qui vont s'occuper, mais pas pour eux-mêmes, quoi. Donc on a une espèce... et c'est là où on rejoint c'est un peu, là, c'est pas la jeune fille, c'est la grand-mère, tu vois ce que je veux dire, qui n'est plus fertile, mais qui s'occupe quand même de ses petits-enfants, qui leur donne un petit billet à Noël, et qui les garde quand les parents partent en voyage, tu vois... puis on retrouve effectivement la moraline de grand-mère, quoi. Voilà, et puis l'intervention de... C'est peut-être un peu terrible à dire, mais c'est aussi parce qu'on est dans une époque de boomers dégueulasses, quoi. Oui, parce que c'est typiquement l'idéologie du boomer, quoi. Ah oui. Mais je revoyais une intervention célèbre de Choron, tu vois, chez Pollack. Qui parlait des lycéens, tu vois, il y avait déjà les premières manifs lycéennes et tout, et il disait, il leur disait, vous parlez comme ma grand-mère, tu vois, et c'est vrai que les mecs parlent comme des grand-mères, en fait. Une étudiante activiste à cheveux verts ou cheveux bleus, ça parle comme une mamie, tu vois, et tu sais, à mai 68, les étudiants, en fait, ils arrêtaient les manifs et les grèves le week-end, pour partir en week-end, quoi. Oui, bien sûr. Et à l'inverse, t'as aussi les gilets jaunes, tu sais, qui font que le samedi,
pour pouvoir aller travailler bien gentiment le reste de la semaine, quoi, tu vois. Ouais. Même les même les gauchistes, même les communistes, je les ai même pas entendus parler de grève générale, quoi, tu vois. C'est admis qu'on va bosser et le samedi, c'est fait pour manifester, quoi, tu vois. Tout est. Bah voilà, tout se recoupe en fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel point d'actualité et tirer le fil, quoi. Et on se rend compte, voilà, on arrive aux mêmes conclusions. Et d'ailleurs, tu vois, bah, ça m'amène presque à la dernière pathologie que je voulais évoquer, tu vois, c'est Alzheimer, tu vois. Donc c'est l'oubli de. Et moi, je En fait, qu'est-ce que l'utilise c'est dans mon Alzheimer? livre. Je De quoi? l'utilise dans mes écrits, je l'utilise, soit dans Le Vie et Ah ouais. Mort des civilisations, soit dans Le Diablerie de Foule. Je parle d'Alzheimer socio-historique, quoi. Ah bah c'est ça. Bah voilà, bah, on est dedans, tu vois. Mais Alzheimer, c'est pas que l'oubli de la mémoire, tu vois, c'est l'oubli de tous les. Déjà, c'est l'oubli souvent de la mémoire de la mémoire immédiate, tu vois. Donc Alzheimer, en fait, ça amène un effondrement de la capacité à réfléchir, quoi. Et c'est là-dedans, c'est une autre pathologie qu'on voit, c'est-à-dire l'effondrement du sens des mots, tu vois, la dévalorisation du langage. Et un truc qui devient mais vraiment horrible à vivre pour nous, justement c'est cet effondrement du langage. C'est-à-dire qu'un Ouais. Et moi, je le couplerais, excuse-moi juste de te couper, je le couplerais à la perte de la concentration. Je sais pas si t'as. Et ça rejoint ça aussi, hein. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, ils arrêtent. Il y a soit une sonnerie de portable, soit ils ont un truc à regarder, soit ils arrivent pas à rester en place, à se concentrer plus de 10 minutes, à réfléchir à une chose précise ou à faire une activité qui demande justement voilà, la concentration, quoi, tout simplement, quoi. Et les mots, ça participe aussi de ça, hein. C'est Evola, il avait écrit un article, je crois c'est dans L'Arc et la Massue, sur la dégénérescence du vocabulaire. Tu sais, il parlait des mots à l'époque de l'Empire romain et comment ils sont traduits à notre époque, quoi. Ouais. Je pense que c'est effectivement à mettre en rapport, quoi, cet effondrement de la concentration et du langage. Mais je parle même pas seulement, tu vois, du langage utilisé par les jeunes générations, tu vois. Même les boomers, ils ont encore une structure de langage qui vaut encore quelque chose, tu vois. Mais bon, mais je parle même pas que de ça. Je parle du fait que même chez les gens cultivés et instruits, qui apparemment peuvent impressionner avec une certaine maîtrise linguistique, en fait, même chez eux, le sens des mots a complètement volé en éclats. Et les mots, ça redevient des grognements animaux, quoi. En fait, t'as des mots qui évoquent des trucs méchants, t'as la haine, machin, mais il n'y a plus de réflexion sur ce qu'est la haine. Et du coup, t'arrives à des raisonnements complètement absurdes, même en droit, tu vois, on le voit beaucoup, parce que le droit, normalement, il repose sur... C'est un système de... C'est du verbalisme. Bah bien sûr, mais pour qu'on ait un système de droit efficace, il faut que les concepts soient fixes et qu'ils aient un sens bien défini, quoi. Et bah aujourd'hui, on ne peut plus l'avoir, parce que t'as des concepts mous qui ne veulent plus rien dire. T'as des mots qui ont subi la déformation du... Mais je crois qu'Evola en parle pas mal aussi. Oui, et puis tu sais, on peut élargir en disant que dans toute société, tu sais, t'as des formules magiques et des tabous, tu vois, des interdits, mais on retrouve aussi cet archétype-là dans nos sociétés modernes. T'as des mots magiques, tu vois, des mots, c'est des idoles, quoi, c'est des slogans, mais qui sont... presque hypnotique, quoi. C'est comme des mandalas, quoi, tu vois, c'est des formules, je sais pas, démocratie, vivre ensemble, laïcité, république, ouais, voilà, tu vois, il y en a, je sais pas, une vingtaine ou une cinquantaine comme ça, et à l'inverse, t'as des choses que t'as pas le droit de dire, tu sais, c'est la fameuse double pensée de Orwell, quoi, tu sais, tu sais B, tu sais A et B, mais tu dis que A, quoi. C'est ça, ouais. Et puis t'as aussi des mots, alors là c'est plus subtil, mais tiens, je prends l'exemple du mot dignité, tu vois, qui est aussi un mot valise qu'on retrouve tout le temps, la dignité de l'homme et tout. Je sais pas si les gens se rendent compte, bah non, à mon avis les gens se rendent pas compte, mais à quel point le sens du mot a été renversé dans les années 50 et 60, tu vois, quand la dignité de l'homme est devenue un droit de l'homme, en fait. Jusqu'à cette époque-là, la dignité, la dignitas romaine, c'était synonyme d'élévation.
Ouais, ouais. C'était un homme qui accomplissait ses fonctions et Qui qui était était reconnu digne. comme un homme d'honneur et digne. Il était Voilà. digne de ce que la société attendait de lui comme fonction sociale. Ben aujourd'hui, ça a été inversé. La dignité, c'est un a priori. L'homme est a priori digne, peu importe ce qu'il ait fait. Et donc, au nom de cette dignité humaine, t'as pas le droit de le punir, t'as pas le droit de le torturer, t'as pas le droit de le... Peu importe la raison d'être de cette punition, tu vois. Donc c'est devenu un droit, en fait. Le droit à la Voilà, dignité, ben, moi ça a ça été m'a fait merde. penser justement encore une fois à l'article d'Evola, et il parle du mot virtus qui a Ah oui, donné c'est ça. la vertu, et la Ouais. virtus, tu sais, c'est la force guerrière masculine, quoi, les forces vitalistes. Et Ouais. aujourd'hui, vertu, il dit comme les femmes de petite vertu, tu sais, c'est vraiment le truc très féminin, quoi. Et il parle Oui, aussi c'est du du mot moralisme, quoi. Voilà. Il est vertueux, tu vois. ouais, voilà, voilà, ça a totalement En gros, il trompe pas perdu sa femme, tu vois, sa là, là. signification première. Et il Ouais. parle aussi du mot osium, qui a donné Ah oui, oisif. Et ouais. l'osium, chez les Romains, c'était le temps de recueillement du guerrier avant de partir à la bataille. Tu sais, comme Ouais. ou le chevalier, tu sais, qui fait sa prière devant son épée avant d'aller combattre, quoi. C'était ça l'otium, le moment de calme avant la tempête, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, oisif, tu vois, c'est même carrément péjoratif, tu vois. Ah Mais, bah ouais, oui, c'est carrément péjoratif, parce que dans une époque d'agitation, peu importe que ça ait du sens ou pas, que l'oisiveté ait et, du sens, l'activité en ait, il faut bouger, quoi. et C'est bouger. rappeler un truc connu aussi, c'est l'inversion du temps. Tu sais, quand on dit aujourd'hui faire la révolution, ça veut dire changer d'état, alors qu'étymologiquement, faire une révolution, c'est revenir sur ses pas, tu vois, c'est revenir au début du À cycle, l'état quoi. initial. Ouais, Voilà, c'est le soleil, tu sais, qui fait sa révolution. ouais, ouais. Et Ouais. à l'inverse, tu sais, les réactionnaires, aujourd'hui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut revenir au passé, alors que la réaction, c'est réagir justement contre une situation actuelle qu'il faut transmuter, quoi, tu vois, Hum, ou sauver au moins, quoi, tu vois, c'est les corps morts qui ne réagissent plus, quoi. Donc en fait, c'est vitaliste, et c'est ouais, ça le mouvement en avant qu'il faut avoir, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Donc on inverse le Non, sens de l'histoire, tu sais, à travers les mots, quoi. ouais, ouais, bah oui. Mais sur le mot réaction et conservateur aussi, c'est extrêmement intéressant. Et je sais qu'Evola a écrit dessus aussi. Et il y a comment il s'appelle, bah, l'inventeur du mot révolution conservatrice, enfin pas l'inventeur, mais bah, Moller Vandenbruck, qui est un auteur allemand de la période années 20, tu vois, 1920. C'est lui qui a écrit le Troisième Reich, qui est un livre, hein, paru en 1923, avant d'être le nom du régime national-socialiste. Donc lui, il a aussi toute une réflexion sur le sens du mot réactionnaire et conservateur, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est vrai que conservateur, tu vois, la droite conservatrice, Marion Maréchal et compagnie, tu sais, ça te fait vraiment penser à la droite, aux conservateurs alimentaires, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est ça que ça m'évoque, quoi. C'est vraiment tu sens le truc l'esprit de conservation est dans le plus mauvais sens du terme, quoi. Comme disait Nietzsche, tu vois. Ouais, Euh, voilà, c'est L'instinct on en change fait, de jeu. rien, mais on se donne l'apparence, tu sais, du retour à l'ordre, quoi. Mais Ouais, derrière, on profite de tout ce qu'il y a de plus horrible dans la modernité, quoi, tu vois. bah oui, et puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que ces gens-là, en général, quel est leur âge d'or? En fait, c'est les années 50, tu vois. En oubliant que les années 50, c'est là où le début de la révolution anthropologique postmoderne s'est Ouais, produite. il y a Donc c'est des aussi jouisseurs qui les veulent. années 80. Tu sais, les années 80, ce qu'on a appelé les années fric, tu sais, les années tapis, tout Ouais, ça, c'est bien dégueulasse aussi. ouais, c'est bien dégueulasse aussi, effectivement. Mais d'ailleurs, mais on y retourne parce que t'as quand même une nostalgie. C'est-à-dire que ça devient tellement dégueulasse qu'effectivement, des époques comme ça, on voit que les aspects extérieurs de ces époques, qui étaient quand même plus sympathiques que les aspects extérieurs de nos époques à nous, quoi. Ouais, Mais, ouais, tu vois, c'est purement réactionnel et pas réactionnaire, quoi. Tu vois, le c'est populisme, par vrai, exemple, je trouve qu'il est réactionnel. C'est une révolte c'est un mouvement réactionnel, mais pas du tout réactionnaire. Donc c'est, bah, on se fait envahir et puis on n'a plus de boulot. ouais, Ce qui ouais, est vrai, tu mais vois. j'allais dire, c'est là tu parlais des mots. Rien que le mot est plus ou moins contradictoire, parce que le populisme, ça voudrait dire plus ou moins un système imposé par le peuple, alors que le peuple, il est toujours réceptif, comme on le disait, d'une petite élite, quoi, hein.
qu'elle soit Oui. positive ou négative, hein, cette élite. Hein, Oui, mais tu vois, dans une époque telle que la nôtre, de toute façon, puisqu'il n'y a plus d'autorité supérieure, miser à fond sur la carte du populisme, moi, ça me dérange pas, tu vois. Je veux dire, quitte à adopter une démarche militante, je pense effectivement, par contre, que l'orientation populiste est la bonne. Parce qu'en plus, dans le mot populiste, t'as les deux sens du mot peuple, qui, dans un paradigme traditionnel, bon, le peuple, c'est de toute façon inférieur. Mais dans notre époque, aujourd'hui, t'as le peuple, c'est quand même le peuple des travailleurs, quoi. C'est vrai, mais jusqu'à Hein. quel point ça va pas finir en médiocratie, tu vois, Ah, mais ça va finir en médiocratie. et c'est Mais dans ce c'est-à-dire que... sens-là, tu vois, à la rigueur, je te suis si on dit que c'est un moindre mal, je peux te comprendre. Ah oui, c'est ça, c'est Mais ça effectivement pas reste mal. quand même très grossier quand même. Ah bah Toute ça, forme de de toute façon. populisme, tu vois, c'est tout ce qui est collectivisme et tout ça, Hein. ça donne pas non plus des civilisations très brillantes, quoi, tu vois. Ça, ça construit des Ah bah usines c'est à pas le canon, projet, des hein. autoroutes, des supermarchés, quoi, tu vois, mais ça construit plus de Ouais, ouais. cathédrales, quoi, ce genre de civilisation, quoi. Oui, mais tu vois, c'est ce que les Césars romains ont fait. Dans la période de décadence, t'avais quelques individus qui se sont dit, bon, on va faire avec ce qu'on a, donc c'est clair qu'on refera pas la période des 12 tables, tu vois, de la fondation de la Grande République romaine, mais on va essayer de faire avec le matériau humain qu'on a, c'est-à-dire de la merde, on va essayer de maintenir le truc encore un petit peu, tu vois, et d'avoir des sursauts d'honneur. Bon, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Oui, Peut-être c'est que c'est ce vrai. qu'on va Et faire. après, tu sais, comme on parlait de la perte de l'âme qui donnait l'unité à la civilisation, et ben ça va Hum, se voir dans les œuvres extérieures, dans les œuvres artistiques. Et moi, je prends tout le temps l'exemple du Moyen Âge. On construit des monastères, des abbayes, des grandes cathédrales. Et à partir de la Renaissance, on arrête les constructions de gros bâtiments religieux. Enfin, il y en a beaucoup moins, quoi. hum. Pour des bâtiments privés, tu sais, les châteaux de la Loire, Versailles, avec tout un style presque néo-païen, tu vois, on sort du paradigme chrétien du Moyen Âge pour rentrer dans une espèce d'antiquité fantasmée, tu sais, avec des Hercules, des Vénus, enfin tu vois bien comment sont les châteaux de la Loire, par exemple. C'est blindé d'alchimie, de références à l'Antiquité, quoi. Et Hum. ensuite, quand on a le monde bourgeois, bah, à nouveau, on a les bâtiments bourgeois. On pourrait presque parler, je sais pas, du style haussmannien, tu vois, un style, Ouais, voilà. Ensuite, tu Rococo, sais, tu quand vois, c'est l'ère des masses, et ben là, on a les gros stades, les gros palais des sports, les grosses cages à lapins. Tu vois, on Hum. voit aussi ces quatre âges, on peut dire, et cette involution successive dans l'architecture, en fait. Ouais. On les voit aussi dans les centres d'intérêt, tu vois, même dans les domaines les plus élevés, entre guillemets, tu vois, la philosophie. Tu vois, je sais pas si tu remarques, mais aujourd'hui, à gauche, bon, dans la philosophie grecque, quels auteurs nous attirent? Donc à gauche, tu vois, ça va être beaucoup des trucs, ça va jamais être les présocratiques, tu vois. Même Ouais, ouais. Aristote et Platon, ça fait chier le monde. En fait, tout le monde se tourne vers Épicure, machin. Et même à droite, tu vois, vers quoi on se tourne? Vers les stoïciens, tu vois, vers les pensées de Marc Aurèle, Ouais, 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 etc. ouais. Et en gros, à quoi ça correspond chez nous? À des Ça époques de correspond décadence. Ils écrivaient à ouais, des époques de décadence, justement. ah bien sûr, parce que Ça qu'est-ce que nous c'est que les parle, quoi. pensées de Marc Aurèle? C'est du développement personnel, hein, c'est tout. Mhm. C'est bon, bah, je suis dépressif, j'ai rien à faire. Oui, Comment je vais me donner une petite éthique personnelle qui va me permettre de me dépasser quand même. Donc c'est oui, positif, il n'y a pas de mal. Et tu vois, c'est quand même révélateur qu'on s'intéresse c'est aux chevaucher le penseurs tigre, quoi. décadents. C'est chevaucher le tigre. C'est ça. D'ailleurs, Evola a été beaucoup inspiré par le stoïcisme, quoi. Ah bah je pense que le stoïcisme, quand on est de droite à l'époque actuelle, c'est ce vers quoi on se tourne naturellement, quoi. Parce que Ouais. Et c'est une philosophie qui est contemporaine. pour De revenir quoi? à l'art aussi, tu sais, pour Hmm. voir ce décalage, euh, on peut voir que, tu sais, le Moyen Âge, déjà, on passe du roman qui est très épuré, l'art roman, à l'art Hmm. gothique qui est déjà plus, justement, flamboyant, plus extériorisé, quoi, plus grandiose, quoi, presque plus Hmm. prométhéen. Et à la Renaissance, justement, tu vois, on voit
à cause par exemple, tu sais, de la peste noire ou de la guerre de 100 ans ou des phénomènes d'urbanisation, un peu d'anarchie qu'il y a eu, on va dire, au XVe siècle, hein, c'était pas tout rose ces époques, et ben on a l'attrait pour les cultes morbides. Tu sais, on va avoir les danses macabres, les chemins de croix dans les églises, tu sais, les piétas, les Christ souffrants. Tu vois, on voit que les malheurs des temps Les calvaires, ouais. se Ouais, ouais, reflètent dans l'imaginaire collectif, quoi. Hum. Ouais, c'est Alors vrai. qu'au Moyen Âge, franchement, on a des anges joufflus. Tu sais, les représentations de l'enfer, les gens, ils bouillonnent de façon stoïque et les C'est démons, exabré, quoi, en fait, les ouais, voilà, représentations les de terre, tu démons, ils sont dérisoires, ils sont plus grotesques que effrayants. Alors qu'à partir de la Renaissance, les représentations de l'enfer, ou tu sais, les jugements derniers, vois. c'est hardcore, quoi. Tu vois, il y a toutes les Hum. tortures possibles. On voit vraiment que la mentalité générale, l'ère du temps, a changé, quoi. Et que la Ouais. mort et la décrépitude est de plus en plus présente, quoi. Et que ça s'assombrit. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je pense que c'est vraiment une époque, là, entre, allez, on va dire le 15e et le 16e siècle. C'est vraiment une époque où tu vois le passage de l'atmosphère pieuse et spirituelle à l'atmosphère rationnelle. Ouais, Et ouais. la raison, elle rend les choses beaucoup plus... Comme un adulte, en fait. On a presque l'impression que le Moyen-Âge, c'est un dessin animé pour enfants, Ouais, ouais. dans les Une représentations, hein. période enchantée. Voilà. Et que le début de la modernité, c'est très sombre, comme un début de vie d'adulte, tu vois, qui est marqué par l'incertitude, Ouais, ouais, c'est les vrai. démons. Tu vois, tu retrouves, Et par exemple, dans la aussi peinture. l'égocentrisme, l'individualisme. Tu sais, le culte du moi, on le voit Oui, avec l'attrait nouveau, tu sais, par exemple, pour les miroirs, ou le fait oui, que les ou le artistes portrait. signent leur Portrait, œuvre. Tu sais, les artistes signent ouais, désormais leur tableau, quoi, tu vois. tout à Et fait, ouais. donc, tu vois, on a un côté bah, prométhéen, on va dire, comme dans l'histoire de Prométhée, qui vole le feu et qui finit attaché sur le Caucase, ou tu sais, c'est Ouais, Lucifer qui refuse de se prosterner. Enfin, tu vois, il y a toujours. C'est que les hommes se rebellent, quoi, tu vois. C'était ouais. Paul Valéry qui disait que les civilisations étaient mortelles, mais moi je dis que celui qui a touché le plus, c'est Toynbee. Je crois aussi que Vico en parle, c'est que les civilisations, elles meurent par suicide, en fait. C'est Hum. elles-mêmes qui se tirent une balle dans le pied, par refus du mythe tutélaire. Ça, c'est mon avis personnel, quoi. Je pense que c'est ça qui conditionne tout, qui est la cause première, quoi. C'est tant Bah, que la civilisation, elle reste attachée à un projet supra-individuel qui transporte les égaux au-dessus d'eux-mêmes pour un projet collectif, et une fois que et ça constitue l'âme du peuple, et une fois que cette âme est rompue, on tombe bah, dans ce que Voltaire il appelait les fables convenues, quoi. C'est-à-dire que les pouvoirs usurpateurs, ils vont s'inventer des légitimités, des romans nationaux qui vont remplacer ce mythe premier, quoi. bah, oui, oui, mais tu vois, je le verrais de manière un petit peu différente. Euh, Parce que c'est comme si tu disais que, comme Sioran le disait d'ailleurs, qu'on commence à mourir à la minute, à la première minute de notre vie, quoi, à notre naissance. Donc effectivement, on peut dire que le début du déclin pour un homme, ça peut être la sortie de l'enfance, tu vois, parce qu'il perd son innocence, il perd son enthousiasme. Mais tu Ouais, peux je aussi dirais penser. presque l'âge adulte, en fait. Tu sais, même dans les sociétés traditionnelles, t'as toujours le rite de puberté, ce qu'on appelle. Et tu sais, t'as deux mondes. D'ailleurs, ça va peut-être nous faire rebondir sur les travaux aussi de Sylvain Durin. Mais dans les sociétés traditionnelles, peut-être même dans toute société, il y a le monde des mères et le monde des pères, en fait. Et Mhm. généralement, dans les sociétés tribales, quoi, sauvages, il y a le fameux rite de passage de puberté qui fait passer l'adolescent de l'âge d'adolescent à l'âge adulte, et il passe du monde des mères, du monde des femmes, à celui des hommes, des guerriers, et il change de nom, il change d'identité. Donc Ouais. il y a toujours ça quand même. Mais du coup, la modernité, justement, tu pourrais la voir comme ça. C'est-à-dire que c'est le moment où la civilisation s'affranchit de ses parents, donc c'est-à-dire de Dieu, en fait, de son Dieu, de Mhm. ses dieux,
Et puis elle commence à s'affirmer par elle-même. Donc effectivement, elle s'éloigne de son principe initial, tu vois, C'est vrai, non, mais c'est que pas ses faux. parents lui avaient inculqué. Mais en même temps, c'est une phase nécessaire. C'est-à-dire qu'il est normal qu'à un moment donné, tu te dissocies. Et alors effectivement, d'un point de vue chronologique, tu te rapproches de la mort, quoi. Même d'un point de vue psychologique, parce que. Mais tu vois, c'est une étape nécessaire. Et du coup, quand tu vois le développement des civilisations comme ça, tu la vois plus comme une courbe de Gauss que comme une chute. Parce Oui, oui. que, Mais je on en pense avait aussi, parlé, hein, comme toi, hein, je pense aussi comme toi. Tu vois, et ce que moi je reproche, entre guillemets, par exemple, aux gens comme Guénon, et même en général les traditionnistes, c'est qu'ils pensent que à la fin du Kali Yuga, à la fin de l'âge de fer, il y aura un cataclysme et on reviendra instantanément à l'âge d'or, tu vois. Et Mhm. pour moi, c'est presque trop New Age comme façon de penser. Pour moi, après, on va passer par une nuit historique, des âges de ténèbres, et ensuite les traditions ou les civilisations, elles se construisent petit à petit. Elles n'arrivent pas du jour au lendemain, les cathédrales. Il faut passer entre Ouais. l'Empire romain qui s'est effondré et le moment où la chrétienté vraiment se met en place, commence à construire des trucs et fait de grandes choses civilisationnelles, il se passe 500 ans, tu vois. Alors peut-être que nous, Ouais, voire 600, tu oui, vois. on va dire de 500 à l'an 1000, quoi. On sait pas trop Allez, oui, bien ce qui voilà, s'est on peut passé, dire quoi. C'est ça. un peu le foutoir. C'est ce qu'on appelle les invasions barbares, mais qu'est-ce que c'est d'autre que le tous contre tous, quoi. Et il Et n'y a puis plus. c'est aussi la période des rois fainéants, tu vois. Tu sens Oui, que t'as oui, des mecs qui sont là, t'as des structures de pouvoir qui restent, mais personne ne sait quoi en foutre, quoi, parce qu'il n'y a plus de projet. ouais, Et ouais, le ouais. projet ne revient que quand t'as une épreuve qui revient, comme Zeta Enemy. Et là, pour le coup, je pense il pointe un truc intéressant qui est que pour qu'une civilisation survive, comme pour un homme d'ailleurs, il faut des épreuves et Oui, oui. des objectifs. Et dès qu'il les perd, il s'effondre psychologiquement. Ça rejoint, Et après l'effondrement. tu sais, la citation d'Ibn Khaldoun de tout à l'heure. La Mhm. première phrase, c'est les temps durs génèrent des hommes forts. Ouais, Et c'est ça, ça. c'est sa première génération pour lui, mais il parle quand même de temps dur, tu vois. Mhm. Bah oui. Et tu Bah, les sais, temps durs regarde, pour les gens. ça me fait penser à un truc, ce qu'on raconte, c'est intéressant, c'est la dispute qu'il y a eu entre Voltaire et Rousseau. Et tu sais, et d'ailleurs, moi, je suis beaucoup plus voltairien sur ce sujet que rousseauiste. C'est que Rousseau te parle d'un état de nature au début des temps où l'homme, il est à poil, il mange des fruits, et c'est une sorte d'âge d'or, païen presque, Mhm. chez Rousseau, et c'est la civilisation, la technique, oui, la civilisation, la technique qui fait que l'homme dégénère en fait. Pour lui, tous les maux viennent de la civilisation, où la propriété, c'est une forme de vol, parce que normalement, la terre appartient à tout le monde, tu vois, c'est une vision très cosmopolite et communiste, presque, on pourrait dire. Et Plus Voltaire, communiste que cosmopolite. et Ouais. Voltaire, lui, il pense que l'homme est un loup pour l'homme et que c'est le tous contre tous. Tu sais, c'est la lutte pour le plus de calories et pour le ventre des femmes. Et que pour qu'il y ait en fait civilisation, il faut un des grands chefs de guerre, un des hommes forts, un des gros barbares, quoi, le boss du game, il tue pas tout le monde et il viole pas toutes les femmes. Et du coup, avec son épée, il trace des lopins de terre au plus faible pour lui permettre d'avoir des légumes ou qu'il puisse y avoir une industrie parce que l'homme c'est quand même un animal social et il peut rien faire sans quand même une petite communauté autour de lui quoi. Et pour Mhm. Voltaire, ces grands hommes là qui ont partagé les terres avec leur épée, et ben c'est les dieux des anciennes communautés en fait. Tu vois, il est évémériste sur ce point, c'est-à-dire que tous les dieux des anciennes sociétés, c'est des grands hommes qu'on a élevés, qu'on a divinisés quoi. Ouais, ouais. C'est Bon, après, c'est intéressant vrai que. aussi, c'est intéressant ce point de vue. Ouais, ouais, Je c'est pense qu'il n'est pas intéressant. vrai à 100%, mais il y a un peu de vrai quand même quoi.
Ouais, voilà, je vais faire mon modéré, tu vois, une fois n'est pas coutume, mais Rousseau, on a un peu quand même déformé son truc. Quand on lit, c'est pas exactement le gentil. C'est possible, Le j'ai pas gentil. énormément lu de Rousseau et de toute manière, là où je prends parti pour personne, c'est que de toute façon c'est quand même à lire vu la qualité du français. Enfin, je fais une petite Ah aparté, bah, mais que ça soit Rousseau, oui, Rousseau oui, ou oui. Voltaire, c'est vraiment Oui, écrit dans Voltaire un aussi, d'ailleurs, français Voltaire parfait. aussi. C'est Ouais, vraiment ouais, ouais. écrit, très très bien écrit, Et, quoi. ouais. Et oui, oui, bon, C'est un autre j'ai niveau qu'en 2019, quoi, là pour le coup. Là. Ah oui, c'est autre chose que. Je sais même pas qui citer, tu vois. On sait même plus qui citer, en fait, tellement. C'est fatigant, quoi. Tu vois, le cancer, c'est aussi dans le domaine intellectuel, tu vois. T'as des bouquins qui se succèdent, des trucs, des thèses, des machins que personne ne lit, quoi. Mais personne ne lit. Ouais, Quand même tu ouais, les lis, c'est oublié le les... lendemain, tu vois. Quand tu lis les bouquins aujourd'hui, t'as l'impression que c'est un McDo. Tu le rechiles le lendemain. Tu Non, vois, mais c'est vrai, il même y a si c'est ça, et puis il y a aussi, tu sais, la science. Tu sais, maintenant, avec la physique quantique, t'as vraiment l'impression qu'il y a une théorie tous les 2 jours. Tu sais, sur la matière Ouais, grise, les trous noirs, ouais. la théorie des cordes. Et d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que j'ai l'impression que plus les mathématiciens vont dans l'infiniment petit, quoi, dans enfin, c'est ça, tu vois, les sciences quantiques, et plus ils développent à côté un discours pseudo-mystique, pseudo-religieux, quoi, tu vois. Ils vont vraiment finir eux aussi comme des millénaristes, tu vois. Euh, Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que Bah si, bah, l'exemple, je sais même pas, la mettons science, quoi. en fait, dégringole et se dissout, en fait. Bah oui, peut-être qu'on peut peut-être tu sais, finir avec ça, mais c'est le truc Greta Thunberg, quoi. Ah Parce bah oui, que, oui. bon, tout le monde en parle, mais on est obligé de aussi l'évoquer du coup. Mais c'est vrai que là-dedans, c'est génial, parce que tu vois, là, typiquement avec cet épisode, la science qui devient une foi. C'est-à-dire qu'il s'est jamais agi pour la science Ouais, de ouais. donner plus que des faits, tu vois. Et, Et il y a et aussi aujourd'hui, la volonté de faire peur à la masse, tu sais. On a eu le trou dans la couche d'ozone, bien on a sûr, eu la vache bien sûr. folle, la grippe H5N1. Finalement, ça a eu des conséquences minimes, tu vois. Je sais pas si on le rapporte aux accidents de voiture, tu vois, c'est des trucs, on en a Mhm. parlé 100 fois plus. Tu Ah vois. oui. Et puis surtout, il y a l'idée, tu vois, c'est que la science est censée prescrire une attitude politique ou une orientation politique. Ouais, ouais. Mais en fait, normalement, la science donne des moyens, enfin des faits, c'est-à-dire si tu fais ça, il va se passer ça, puis ensuite tu décides en connaissance de cause. Et tu vois, Greta te dit, écoutez les scientifiques, machin, maintenant il est temps. Mais il est temps de quoi? Admettons même que les scientifiques du GIEC aient raison. Et alors, peut-être qu'on s'en fout, nous, en tant qu'occidentaux, du réchauffement climatique. Je dis pas que c'est le cas, mais je dis que, avant de tout de suite passer de la soi-disant conclusion du GIEC à la prescription politique, bah, on peut en discuter quand même. Dites-nous exactement quels vont être Ouais, ouais, mais tu ce qui sais, va se passer. ça, c'est parce De que quoi. derrière tout ça, c'est le mondialisme, en fait. Mais bien sûr, parce qu'ils veulent pas. En fait, Et donc, on je suis d'accord. crée des problèmes mondiaux, tu sais, c'est le pompier pyromane, tu vois. Bien Tu sûr, crées des bah, bien sûr, problèmes parce que. mondiaux pour permettre des législations mondiales, créer des organismes, tu sais, des G7, des conférences, tu sais, pour le climat. C'est des gros trucs de mondialistes, en fait. Et c'est pour créer Bah oui. pour uniformiser les législations et la mettre au pas. Et puis en plus, si tu regardes, j'en sais rien pour Greta Thunberg, hein, je me suis pas penché sur le cas, mais si tu regardes tous ces gens-là qu'on nous met en avant, ils sont sponsors, tu sais, c'est comme Rhône Poulenc ou tu sais, des trucs qui en fait polluent incroyablement, quoi, tu vois. Ah bah si, mais Greta, bon voilà, de toute façon, le boulot a déjà été fait par des mecs, tu regardes Fait Documents, tu regardes tout ça, Oui, oui, mais bon, ben ça, mais c'est de la subversion, en fait. Ça rentre dans l'ingénierie sociale, tu vois, de... ah, mais attends, mais c'est fabuleux parce qu'il faut quand même se rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 ans, bon, tu vois, le thème du climat, du réchauffement climatique et tout, en gros, ça a 50 ans, tu vois, ça date des années 60, du rapport Meadows, etc. Mais tu vois, c'était une petite musique en fond, bon, c'était un thème, tu parlais de ça comme tu parlais des trous noirs, etc. Ouais, ouais. Et je sais pas si t'as remarqué, parce qu'en fait, on l'a déjà oublié, mais c'est arrivé comme une avalanche, quoi.
une Ouais. avalanche médiatique. Ça a quoi? Ça a 3 ans, en fait, le délire absolu autour de ce thème-là. Avant, c'était un thème comme ça, quoi. Les sujets étaient autres. En fait, c'est venu juste après les attentats de 2015, quoi. Pour changer, comme diversion médiatique. Ouais, ouais. Et en disant ça, je dis pas du tout qu'il n'y a pas un réchauffement climatique. En fait, je n'en sais tellement rien que je suis même prêt à l'accepter. Et en plus, ça va un peu dans mon logiciel Mais est-ce que, catastrophe. pour moi, en finale, personnellement, tu sais, ça c'est mon côté peut-être un peu spiritualiste, mais ce genre de choses, ça rejoint la géo-ingénierie, et pour moi, c'est nos élites. Tu sais, comme chez les prêtres romains, c'est toujours l'autorité spirituelle qui gère les étoiles, le ciel, qui explique les phénomènes climatiques. Et du coup, c'est aussi pour montrer la mainmise de nos élites sur tous les aspects, tu vois, comme si notre monde, il allait être de plus en plus sous une cloche de verre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et les cybernétiques, et pour créer la cybernétique, c'est que de tout mettre en système et de penser que même la géographie, le climat peuvent être mis sous cloche de verre et contrôlés, quoi, tu vois. Comme on va Oui, bah contrôler ça. les masses, on va aussi contrôler l'environnement naturel, quoi. Jusqu'à quel Oui, point bah ils c'est un petit peu réussissent ou ce qu'on jusqu'à disait quel au point début. ils veulent montrer qu'ils ont réussi, j'en sais rien. Parce que moi, d'après moi, quand même, Mmh. l'homme, il peut modifier un peu la nature, mais il y a des grands phénomènes que l'homme, de toute façon, il peut pas contrôler, hein. On est bien content que le soleil se lève tous les matins, hein. Ah bah c'est pas de la chirurgie de précision, hein. De toute façon, oui, tu peux modifier l'environnement en larguant 500 bombes nucléaires sur un continent, tu vas changer quelque peu son écosystème, Bien d'accord. sûr, bien Mais sûr. c'est sûr que c'est pas de la chirurgie de précision, donc bon. Mais on retrouve par contre, comme ce qu'on disait au début, effectivement, ce, ce, cette, cette, ce trait typique du gauchisme qui est à la fois la flagellation de l'homme, donc le mettre plus bactère, et en même temps le mettre au-dessus des cieux, tu vois, capable de tout maîtriser. Oui, oui, Donc ça, et dans le pour climat moi, catastrophisme, c'est on a une les deux, quoi. forme de suicide. Tu sais, justement, enfin, quand je dis le gauchisme, enfin, j'élargis, tu vois, j'exagère le trait, quoi. Mais c'est une forme de suicide mental, tu vois. Que ça soit au niveau, justement, tu sais, ça peut être l'accueil des migrants, comme je disais tout à l'heure, Oui, il y a des gens qui se reproduisent pas pour ne pas polluer la planète et que leurs enfants vivent dans un monde horrible. Tu vois, tu as aussi, bah, on l'a dit, l'IVG, tout est anti-vitaliste, la promotion de l'homosexualité, de la métrosexualité, les mouvements féministes. En fait, tout ça, ça va contre l'aspect vitaliste et la société, en fait, elle devient mortifère, quoi. ah oui, mais en fait, Et c'est là où on est peut-être dans un monde c'est du pain et des jeux comme en Empire romain, mais en fois 1000 avec les nouvelles technologies, quoi, en fait. Et on pourrait parler tu sais, de dictature rose bonbon, quoi. Ça me rappelle, tu sais, Lucien Cerise, c'est un auteur que j'aime bien, même si son point de vue est matérialiste, quoi, mais qui disait que Woodstock était plus efficace qu'Auschwitz et le gavage plus efficace que la famine, en fait. Et tu sais, c'est le principe que dans les dictatures anciennes, il y avait des barbelés, des corridors, des miradors, des gardes qui te braquaient avec des fusils dans un camp, alors qu'aujourd'hui, la société, elle est ouverte, tu vois, pour reprendre l'expression de George Soros, mais les gens, c'est la servitude volontaire, s'auto-fliquent, se fliquent entre eux, tu vois, ça rejoint aussi Big Brother, la surveillance généralisée, la pensée unique, le politiquement correct, qui fait que l'homme s'auto-censure, quoi. C'est aussi justement la double pensée orwellienne, quoi, où on ne dit pas tout ce que l'on sait en public, de peur d'être exclu de la pensée générale du groupe, quoi. ouais, ouais. Mais moi, je mets beaucoup moins l'accent sur. En fait, il y a deux plans. Quand je parle en tant que, on va dire, militant politique, je parle effectivement de tous ces aspects censure, les élites nocives et tout, et le côté totalitaire de ce totalitarisme rose bonbon, comme tu dis. Mais si je me place par contre du point de vue de l'observateur, tu vois, philosophe de l'histoire, entre guillemets,
Pour moi, j'annule de l'équation cet aspect-là, parce qu'en fait, je me dis que c'est plus une manifestation qu'une cause. C'est une manifestation du déclin et de la vieillesse d'une civilisation que les élites essayent de bombarder, de reproduire cette idéologie-là. Mais c'est pas ça qui a causé le déclin. Woodstock, ça n'a pas été... Chez Lucien Cerise, par exemple, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec lui, c'est que lui est vraiment dans cette optique du Deus ex machina et puis d'une intelligence supérieure avec un projet qui a non, t'as raison. Un calendrier du déclin. Ces élites, en fait, elles jouent le rôle inconscient des bacilles qui sont là pour accélérer la décomposition du corps. C'est-à-dire qu'elles jouent un rôle cosmique au-dessus de l'histoire. Non, mais moi, de toute façon, je te dis, si je suis traditionnaliste, je suis pas matérialiste, hein, moi. Donc, pour moi, il y a des causes premières, tu vois. Je suis on pourrait presque dire platonicien ou néo-platonicien. Je pense que... Et on n'échappe pas... Tu sais, on en discutait aussi l'autre coup. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'Apocalypse, mais c'est le fait que les hommes à toutes les époques élèvent des monuments en hauteur, tu sais, des menhirs, des pyramides, des cathédrales, tu vois, le principe du clocher, tu vois, en direction du ciel. Et quand le monde est désacralisé et donc décadent, les hommes continuent d'élever des tours. Tu sais, on a ça aussi à la Renaissance, tu sais, avec les princes italiens qui ont des hôtels particuliers, c'est la concurrence de celui qui aura la tour la plus haute. On a ça à Venise, Florence. Et à notre époque, tu vois, on a les gratte-ciel. Et donc, on retrouve toujours cette volonté d'élever des monuments en direction du ciel. Mais on voit que c'est différent extérieurement suivant la société qui l'a construite, quoi, en fait. Une civilisation, ça va dépendre beaucoup de qu'est-ce qu'ont dans la tête les hommes quand ils se lèvent le matin, quoi. Est-ce qu'ils font des préfabriqués, des supermarchés, ou est-ce qu'ils font des pyramides et des menhirs, quoi. Enfin, j'exagère, je grossis le trait, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Le monde extérieur, pour moi, n'est que le reflet de ce que porte l'homme à l'intérieur de lui, quoi, et ce que portent les peuples, quoi. Donc leur âme, comme disait Gustave Le Bon. Comme un corps humain est le reflet de la psyché de l'individu, quoi, effectivement. Voilà, donc, tu regardes le style actuel esthétique de l'Occident, je trouve que ça correspond à peu près à son état psychique, quoi. Il y a pas de... Tu vois, avec toutes les variantes qu'il y a, tu vois, il y a plus, comme dans un corps humain, tu as plusieurs régions du corps, bah voilà, tu as les centres-villes complètement aseptisés, qui puent quand même la pisse dans les bas-fonds. T'as les banlieues anarchiques, voilà, t'as des zones de nature qui restent préservées, mais qui sont complètement dévitalisées, tu vois, qui sont laissées elles-mêmes. Je trouve que ça correspond. Et puis t'as des villes aussi, c'est plus ou moins des zones périurbaines, mais je sais que dans le centre de la France, c'est pas, j'ai rien contre eux, mais par exemple des villes comme Vierzon, par exemple, de ce genre de ville, tu sais, t'as l'impression que c'est des cités dortoirs au milieu des champs de maïs et de blé, quoi, tu vois. T'as vraiment... non, moi je pense que, tu sais, c'était Michel Drac qui disait ça, d'ailleurs on va terminer là-dessus, là, ça fait un peu plus d'1 heure et demie. Qui voyait l'avenir plus ou moins comme un mélange de Bienvenue à Gattaca, d'Idiocratie et de Mad Max, quoi. Tu vois, je pense que voilà, hein, notre monde, ce que je disais dans l'émission avec Ralph, ça va ressembler, moi je pense, la France de plus en plus au Mexique. Tu sais, avec différentes zones pour les gros riches sécurisées, avec des milices privées, tu vois, et des barrières. Il y aura des zones, je sais pas, islamisées, tu sais, comme le 9-3 ou des trucs comme ça, des zones tenues par certaines mafias locales, tu vois, et puis des zones complètement laissées à l'abandon, comme on peut déjà le voir, tu sais, dans des villes comme Détroit, où il y a des quartiers aux États-Unis, il n'y a plus de services publics, quoi, en gros, donc c'est un peu tous contre tous, quoi. Tu veux un appart, tu rentres et puis tu t'installes, quoi, en fait. Il n'y aura personne qui viendra te déloger, à moins qu'il soit plus fort à moins qu'il te balance par la fenêtre, quoi, tu vois. Je crois que c'est à Détroit que tu as la première force de police non étatique qui est noire, en fait. Donc tu as des noirs, en fait, qui roulent dans des bagnoles
de police, tu sais, qu'ils ont tuné en fait. Et c'est la police noire qui vient de défendre juste les noirs, une police communautaire. Ouais, Oui, ouais, je pense qu'on va là-dedans. tiens, on terminera là-dessus, mais moi à l'époque où j'avais Facebook, c'était il y a plus de 10 ans, j'étais pote avec une loge maçonnique de noirs homosexuels, quoi. Et ils avaient des espèces de toges, un peu genre comme le Ku Klux Klan, mais en rose, quoi. Putain. Voilà. Bon, on terminera. Là c'est la troisième religiosité, quoi, ou la quatrième religiosité. Mais oui, moi là, je suis en train de. Je finis là-dessus aussi, mais là je suis en train de lire Guérilla de Oberton, le deuxième tome qui est sorti là, cette semaine. Et effectivement, c'est jouissif, tu vois, mais ça se passera pas comme ça parce que c'est trop brutal en fait. Non, ouais. Il y a un principe d'inertie qui fait que tant qu'il y aura des matchs de foot, de l'alcool, de la drogue, du porno, du spectacle, des rêves d'argent facile, l'homme, il va rester dans sa médiocrité, quoi. Bah oui, bah bien sûr, oui. Puis tu vois, l'ensauvagement, le truc de l'ensauvagement, c'est que c'est progressif aussi, quoi. Tu te rappelles, en 2010 ou 2011, imagine si on se disait, dans 10 ans, on sera dans une émission, et puis on discutera, et puis entre-temps, il y aura eu des attentats qui auront fait des centaines de morts, tu vois, dans la capitale. Et t'as vu aussi comme ça s'oublie vite maintenant. Des fois, oui, mais ça, c'est le flux de l'actualité. Il y a de plus en plus de rapidité. Et les événements historiques, on va dire, s'accélèrent, mais on les oublie de plus en plus rapidement, quoi. C'est l'émotivité, la rapidité, quoi, c'est faire le buzz, quoi, être rapide, quoi. Nous, ce dont on risque de souffrir, c'est en fait de devenir complètement fou, de subir Alzheimer, quoi. Donc, pour s'en préserver le plus possible, déjà en tant qu'individu, il faut effectivement réduire le plus faire des possible. Mots croisés. Le quoi? Faire des mots croisés. Ouais, voilà, tu fais n'importe quoi, vaut mieux que suivre un fil d'actu, quoi. Ouais, c'est clair. Il faut vraiment se forcer, et ça, c'est une discipline de lire, tous les rien instants, que lire, si possible des bons livres, mais déjà rien que lire, ça force à se concentrer et ça nous structure le cerveau, ça nous fait penser à des choses. Et voilà. Tu refermes un bouquin après 30 minutes de lecture. Aujourd'hui, tu te trouves. Enfin, je sais pas. Et aller aussi dans la nature. Hein. Moi, j'habite à la campagne, ça change tout quand même. De voir tout au fil de l'année, de voir les saisons, les arbres qui fleurissent, qui dépérissent. Et ben, ça te fait plus penser à des cycles et à un mouvement sinusoïdal que quand tu es en ville où là c'est l'horizontalité, le béton et des angles droits en fait. Tout est cubique et solide, alors que dans la nature on voit que tout marche par cycle et est beaucoup plus fluide, quoi. Ouais, et puis avoir des. Tu vois, voilà, on tombe dans les conseils à la con, tu vois, genre tuto, avoir des plantes chez soi et même des animaux de compagnie, je trouve ça extrêmement important. Parce qu'en fait, t'es en rapport avec d'autres formes de vie plus simples, mais qui te ramènent à des choses. Une femme. Ou une femme. Une femme, ça te ramène bien aussi au niveau de la nature, quoi. De compagnie. Et au cycle aussi, aux sautes d'humeur, quoi, au haut et au bas, quoi. Mais bon, c'est la vie en général. En fait, on terminera là-dessus. C'est que toute manifestation subit une phase de progression, puis une phase de déclin, quoi, à une naissance, une apogée et une mort, quoi, tu vois, c'est... Ah oui, et que c'est fou de devoir passer 2 heures d'émission pour redire les évidences, tu vois, mais c'est vrai que je pense que c'est l'évidence la moins évidente actuellement, quoi. Bah ouais, puis elle n'est pas apprise, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, elle n'est pas apprise à l'université ou au lycée dans les livres d'histoire, hein. Nulle part. Voilà. Et quand alors tu l'évoques, que t'as ça l'impression tombe d'enfoncer une porte ouverte, mais en fait, c'est une porte ouverte qui n'était pas fermée, effectivement, mais que on avait rabattue, quoi. C'est vrai. On avait oublié de te dire qu'il y avait une porte, quoi. Donc faut quand même la repousser, quoi, pour tous ceux qui sont pris dans le flux et qui voient pas ça, quoi. C'est tout simple, hein, mais faut l'avoir en tête. Ok. Bon, bah écoute, voilà. on va se laisser là. Je te remercie en tout cas. Pas mal de choses déjà. Ouais, je te remercie. Merci de l'invitation, Pierre-Yves. De rien. Super sympa.
De Et rien. puis, Tu me disais que tu étais sur Radio Lorraine Oranger. Tu avais fait quelques trucs avec eux. oui, c'est ça. Bah, voilà, une petite radio, donc une chaîne YouTube que vous pouvez retrouver, donc Radio Lorraine Enragée. Puis il y a deux, trois autres projets, le Club du Mercredi, ce genre de choses. Vous pouvez vous abonner aux chaînes YouTube également, donc des clubs de conférences, voilà, et puis plusieurs projets en préparation. Mais je pense produire deux, trois trucs prochainement, avoir des formats propres en fait. Ok. Mais bon, je communiquerai dessus le moment venu, voilà. Donc pour l'instant, pas d'urgence. Et Ok. puis on pourra peut-être refaire un petit truc sur ton bouquin Homo mythologicus qui vient de sortir. Ben voilà, ben c'est ce que j'allais dire. C'est là, je vais me faire un peu de pub pour la fin de la vidéo. C'est qu'il y a mon livre Vie et mort des civilisations et le livre qui vient de sortir Homo mythologicus, qui aborde plus en profondeur là tous les sujets dont on a parlé dans cette émission, quoi. Donc, si vous voulez rentrer plus dans le vif du sujet, n'hésitez pas à commander ces deux livres. Bah écoute, moi je te remercie. Bien sûr, on pourra se refaire une autre discussion, un de ces quatre. Ouais. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, nous faire part de vos réflexions, de vos réactions suite à cette petite discussion. Et bah écoutez, je vous mettrai aussi l'adresse de mon Tipeee, du blog. Et bah écoute, je te dis à la prochaine Pierre, et à la prochaine à tous. À la prochaine.